Mais autre fun fact dont je me suis rappelé après avoir cut le stream la dernière fois, quand j'avais en fermant mes fenêtres, euh, quand j'ai fait Corneille, j'ai parlé du Cid et tout, et je suis retombé sur cette image du Cid. Est-ce que je vais retomber dessus? Cette image, voilà, exactement, celle-ci. Dans ma tête, Montaigne, c'est un des 4 fantastiques des Lumières avec Voltaire, Diderot et Rousseau. Bon, on avait vu que Diderot, il était vaguement des Lumières, non? Non, c'était Beaumarchais qui était vaguement des Lumières. Diderot, ça allait, c'est lui qui a fait les encyclopédies. Attends, faut que je finisse l'anecdote sur ça. Du coup, j'avais vu ce bouquin dans mon CDI. Et je sais pas pourquoi, est-ce que j'étais un peu dyslexique ou quoi, mais j'étais persuadé qu'il y avait écrit le CDI. Et pendant, je pense, mais un an, voire un an et demi, en fait, je passais devant ce bouquin qui était souvent là, en me disant ah, c'est marrant, il y a quelqu'un qui a fait un livre sur le CDI. Et genre, j'avais inventé toute une histoire dans ma tête, en mode ah ouais, c'est peut-être genre des collégiens ou des lycéens qui genre ont le pouvoir d'aller dans les livres et du coup de vivre les aventures genre en mode nanana, et parce que genre sur la couverture il y a quand même un mec avec une épée, donc je me doutais que genre il y avait un peu du côté fantastique quoi, du côté bataille à l'épée. Du coup j'étais en mode ah ouais, ça doit être ça et tout, mais c'est marrant comme titre le CDI, mais parce que genre en fait il est écrit en majuscule et tout, genre je sais pas, j'ai lu trop vite quoi, mais pendant genre je pense vraiment un an voire deux. Et genre, je m'en suis rendu compte que le jour où on l'a étudié en cours, en fait. Et du coup, je crois que c'était en 4ème, 3ème. Et j'étais en mode, ah, on va étudier le CDI. Et là, genre, la prof est en mode, enfin, je l'ai pas dit à voix haute, quoi. Je l'ai pensé. Et là, la prof était en mode, oui, donc le site de Corneille. Et genre, je me suis senti, mais extrêmement con. Et j'étais très, très heureux de pas l'avoir dit à voix haute. Parce que je pense que ça aurait été un petit peu la giga honte. Le lion. Non. On arrête. Oh putain, j'étais vraiment un enfant con. Hein. Et on voit comment on en est arrivé là finalement. Donc oui, voilà, petite anecdote de plus sur Corneille. Donc attends, on était où? Donc Molière, Diderot, Corneille, Musset, Montaigne. J'ai envie de l'appeler Mémoire d'Outre-Breton à chaque fois. Chateaubriand. Ronsard, Montesquieu et Beaumarchais. Putain, pour l'instant, il n'y a personne en dessous de Beaumarchais. Hein. Alors que pourtant, il nous a régalé. Hein. Mais c'est terrible. Après, j'ai l'espoir que on ait Céline à un moment et que ça... il soit catastrophique dans les deux cas. Après, dans mon souvenir, le style de Céline est pas ok. Mais Beaumarchais, il est à part, c'est vrai. Est-ce que finalement, à la fin, ça va pas devenir le GOAT? Le GOAT cancel, mais le GOAT, quoi. Il est pas en dessous, il est à côté. C'est vrai, en fait, faudrait qu'on mette une autre truc ici, genre, et que Beaumarchais soit là. Alors, commençons aujourd'hui par le premier que je sais qui c'est. Je me suis spoil légèrement avant le stream parce que comme je voulais le faire dans une logique un peu semi-chronologique, j'ai viré toutes les photos à la fin et ça j'étais pas sûr de si c'était une photo ou une peinture, du coup j'ai dû le googler pour savoir. Et il s'agit en réalité de Henri Bale, plus connu sous le nom de Stendhal. Une bonne tête, Stendhal. Il a l'air plus sympa que ce que je m'imagine quand je lis du Stendhal en fait. Alors, on commence par le style d'écriture de Stendhal. Je crois que moi j'aimais bien. Ah, bah, on est d'accord. Au moins il aura ses points sur le physique. Je crois que j'aimais bien Stendhal parce que j'ai quand même lu Le Rouge et le Noir en entier. Et bah, Le Rouge et le Noir, c'est pas un petit bouquin, on va pas se mentir. Et genre, je l'ai pas ressenti comme une giga souffrance, quoi. Genre, c'était pas ambiance de fou furieux en mode waouh quel banger, mais j'étais en mode ah j'aime bien, genre je crois que j'ai lu pour le plaisir. J'ai jamais fini Le Rouge et le Noir, mais je sais pas pourquoi dans mon souvenir c'est ok. Ouais c'est ça. Après Le Rouge et le Noir c'est giga long, donc c'est ok de pas le finir, tu vois. Genre
Des fois, t'es un peu en mode bon, je comprends. En plus de ça, on l'a tous étudié, donc on sait comment ça finit. Donc déjà, on s'est fait spoil, quel intérêt. Mais je sais que je m'étais dit qu'il faudrait que je lise La Chartreuse de Parme. Et finalement, d'autres livres sont passés devant mes yeux et j'ai jamais lu La Chartreuse de Parme. Alors, lisons un petit extrait. Ses regards le lendemain, quand il revit Madame de Rênal, étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ses regards si différents de ceux de la veille firent perdre la tête à Madame de Rênal. Elle avait été bonne pour lui, et il paraissait fâché. Elle ne pouvait pas détacher ses regards des siens. La présence de Madame de Derville permettait à Julien de moins parler et de s'occuper davantage de ce qu'il avait dans la tête. Son unique affaire, toute cette journée, fut de se fortifier par la lecture du livre inspiré qui retrempait son âme. Il abrégea beaucoup les leçons des enfants, et ensuite, quand la présence de Madame de Rênal vint le rappeler tout à fait au son de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'elle permît ce soir-là que sa main restât dans la sienne. C'est ok tiers, mais est-ce qu'il n'y a pas des petits bangers cachés, quoi? Des petites citations, des trucs. Parce que genre, bon après c'est de la triche, mais Corneille niveau citation, waouh, genre vraiment c'était le GOAT, hein. L'épreuve de lettres qui spoil, il détruit tellement les classiques. Bah ça dépend lesquels, mais je trouve que le rouge et le noir, c'est quand même un peu un truc... Enfin, toute la tension règne dans est-ce qu'il va réussir ou pas à devenir... à s'élever et à devenir un noble, quoi. Donc je veux dire, si tu spoil ça, bah qu'est-ce qui reste au livre, quoi. Alors, la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. Aux intelligents, peu de mots suffisent. Ça se la pète un petit peu, ça. Les vraies passions sont égoïstes. Les hommes riches qui ont le cœur haut cherchent dans les affaires de l'amusement et non des résultats. Je pense quand tu fais des romans, t'as moins de phrases qui claquent que dans des poésies et des pièces de théâtre. C'est vrai, c'est sûr. Mais après tu dis ça, mais quand on va avoir Victor Hugo, et qu'il va être là en mode « La France entière tient dans ce paragraphe », et on va être en mode « Ah putain, via Victor Hugo ». Et Balzac il en fait pas mal je trouve. Oui c'est vrai, Balzac c'est classe aussi. Oh, putain j'ai hâte de Balzac, je sais pas pourquoi, c'est un peu mon petit chouchou. Et la personne à qui j'ai voulu ôter la vie sera seule, qui sincèrement pleurera sa mort. Mais c'est que des trucs du rouge et le noir. Ah mais c'est fait exprès, ok. Y a pas des extraits d'un autre de ses bouquins? Genre, Stendhal, citation... Citation miroir, ok. Ça a l'air d'être genre sa citation. Alors, monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la forge des bourbiers de la roue. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange et vous accusez le miroir. Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier. Et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former. Ok. Donc en gros, c'est un peu une phrase de rageux. En mode, arrêtez de condamner mon œuvre, je ne fais que décrire la réalité. Je ne vois qu'une règle, le style ne saurait être trop clair, trop simple. Ça c'est bien, ça j'aime bien. C'est l'inverse de Montesquieu là, et c'est ces phrases à rallonge à la con. Non, je suis genre en mode, c'est ok quoi, c'est pas marquant de fou. Mais c'est pas pompeux, c'est genre, tu vois, tu peux te laisser lire. C'est ok. On est ok. Alors, Stendhal Henry Bale. Voyons voir. Oh mon dieu, cette page Wikipédia de folie. Ouf. Ok. Bon, déjà 783 et 842. Eh hey. Donc il a eu la Révolution française. Ça, c'est pas mal. Alors. Nanana. Il est né à Grenoble et il est mort à Paris, comme tous les gens qui sont nés pas à Paris. Il est connu en particulier pour ses romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Et c'est aussi un chroniqueur. D'accord. Alors, non. Bon, la jeunesse, souvent, on s'en fout un peu. Ah, à 6 ans, j'étais amoureux de ma mère. Je voulais couvrir ma mère de baisers qui n'eut pas de vêtements. D'accord.
Et j'abhorrais mon père quand il venait interrompre nos baisers. Bon bah... Petit... J'étais en mode ouais, souvent dans la jeunesse il se passe rien. Stendhal est là pour me prouver le contraire. Avec son petit... comment ça s'appelle déjà? Son petit complexe d'Oedipe là. Ok. Waouh. Quand sa mère meurt, il devient athée. C'est qui l'autre fois qui était amoureux de sa sœur aussi? C'était... Ah, attends. C'était Mémoire d'outre-tombe. C'était Chateaubriand qui avait ce truc qu'il avait abandonné sa femme pour aller faire je sais pas trop quoi, et après sa femme et sa sœur vivaient ensemble et tout. Ouais, il y a toujours un peu des problèmes de familiaux. Donc, sa mère meurt en donnant naissance en 90. On lui dit que c'est Dieu qui l'a décidé. Et du coup, il devient athée. En vrai, c'est un peu devenir athée à genre 7 ans. En 1700. Après, en 1790, ah ouais, il vient d'avoir la révolution et tout. Il est... Ça va. C'est le Reich X. Après, je comprends, hein, ta mère elle meurt, on dit c'est la faute de Dieu. Peut-être t'es en mode, bah Dieu, je suis pas super fan, quoi. Il a peu d'estime pour son père. Bah oui, parce qu'il était jaloux. Ok, nanana, parce que son père il pense qu'à faire des finances. Le précepteur qu'on lui donne va détériorer le rapport. Je haïssais l'abbé, je haïssais mon père, source des pouvoirs de l'abbé. Je haïssais encore plus la religion au nom de laquelle il me tyrannisait. Ah mais en fait c'était grave un... Mais papa, toi tu vis que pour l'argent, alors que moi je suis empreint de liberté, je suis un poète. Entre son père, sa tante Séraphie, ce diable femelle, et l'abbé Ryan, ennemi juré de la logique et de tout raisonnement droit qui l'empêche d'aller se baigner avec les autres enfants par peur de la noyade, le jeune Henri passe une enfance malheureuse, atténuée par la présence bienveillante de son grand-père maternel. Ok. Heureusement, son grand-père, là, c'est un homme des Lumières, donc il l'initie à la littérature. Molière, Fénelon, Voltaire. On se fait... spoil les prochains de la liste. Ok, donc il est riche mais triste parce que globalement, c'est compliqué la vie. Ok, nanana. À l'âge de 13 ans, il entre à l'école centrale de Grenoble. Il se passionne pour les mathématiques. Ah bah tu m'étonnes vu que c'est un gars super logique. Il fait un coup d'éclat avec ses camarades et tire au pistolet sur l'arbre de la fraternité, d'accord. Il découvre l'amour et se mêle à celui de la musique. Il s'éprend d'une comédienne, membre d'une troupe itinérante, qui joue dans des pièces de théâtre ou des opéras amoureux. Il essaie divers instruments de musique et le chant sans succès. Bon, il a essayé. Mais c'était grave un rebelle, hein. Genre en fait, tu comprends le rouge et le noir. Il était rebelle mais à 7 ans, quoi. C'est grâce à un prix en mathématiques qu'il peut fuir Grenoble. Grenoble. En mode c'était une prison. Non, je ne veux pas de tous ces gens qui apportent des tenues Quechua, qui s'habillent chez Decathlon et qui font du sport tous les jours. Laissez-moi fuir. À l'âge de 16 ans, pour tenter l'école polytechnique créée 5 ans plus tôt à Paris. Ok, donc il va faire ses études à Paris. Enfin, il essaye. Il arrive à Paris au lendemain du coup d'état. Putain, mais à l'époque, il y avait ce... Enfin, il se passait tout le temps des choses, quoi. Nous, t'es là, bon, je suis né après le 11 septembre, voilà, c'est tout, il s'est rien passé. Il est au début des opposants à Bonaparte, puis à l'Empire qu'il raille dans son journal et auquel il ne se rallie que plus tard. Ok. On se fait chier aujourd'hui, je suis d'accord. Une bonne révolution. Et puis une bonne période de trouble sur 30 ans, avec le roi qui revient, qui repart, l'empereur qui revient, qui repart, la démocratie, enfin la république qui revient, qui repart, ça manque, tu vois. Aujourd'hui, bon, on a un président, tout le monde le déteste, on change, tout le monde le déteste, on change, enfin bref, tu vois, c'est un peu répétitif. Alors que là, tu peux dire, let's go le président, ensuite tu vas en prison, parce que là, il y a une restauration des rois, là, tu vis quoi. Alors,
Mais du coup, à la base, il est opposant à Bonaparte et ensuite il se rallie. C'est en réécrivant sa vie qu'il se prétend plutôt enchanté que le jeune général Bonaparte se fit roi de France. Eh bien dis non, le vent a tourné. Euh... Il loge près de l'école polytechnique installée rue de l'Université, puisqu'il doit passer le concours d'entrée, mais son véritable projet intime est d'être un séducteur de femmes et d'écrire des comédies. Et toi, c'est quoi ton vrai projet intime? Moi, c'est d'être séducteur de femmes. C'est mon projet, c'est notre projet. Désirant avec un ardeur, un cœur ami tout en étant extrêmement timide. Ok, donc il veut être séducteur et il n'ose pas parler aux femmes. J'étais constamment profondément ému. Que dois-je donc aimer si Paris ne me plaît pas? Je me répondais, une charmante femme versera à 10 pas de moi, je la relèverai et nous adorerons, elle connaîtra mon âme. Ok. Donc en fait, il vivait un peu dans un conte de fées où il attendait de genre... Il était dans une comédie lycéenne où il rentre dans la fille, elle fait tomber ses bouquins, il l'aide à les ramasser, et après ils sont en mode Ah, tu veux qu'on mange ensemble? Bah, apparemment ça n'a pas super bien marché. Non. Très gauche, il se présente à son cousin et à ses fils au ministère de la Guerre, qui dit il n'avait ni tête ni esprit mais un bon cœur. C'est vraiment l'équivalent de ouais, il est gentil. Il n'a nulle envie d'entrer à l'école polytechnique, Paris le dégoûte à s'en rendre malade, la boue de Paris, l'absence de montagne, la vie de gens tant occupés passant rapidement dans de belles voitures à côté de moi, connues de personnes n'ayant rien à faire, me donnait du chagrin profond. Ah, on a quitté Grenoble, mais maintenant on rage, sa maladie s'aggrave. Ah, il est malade, il est fiévreux, délirant, perd ses cheveux. Ok, donc il a un médecin, lorsqu'il reprend des forces, il essaye d'écrire des comédies, mais doute, hésite avec l'opéra alors qu'il ne connaît pas les notes, n'arrive à rien. C'est un peu un loser, hein. Les repas chez les Daru, le mec supplice par manque d'habitude et de convenance, par timidité, il n'ouvre pas la bouche et se déçoit lui-même. Qu'on juge de l'étendue de mon malheur, moi qui me croyais à la fois un simple et un Valmont, moi qui me croyais une disposition infinie à aimer et être aimé, croyais que l'occasion seule me manquait, je me trouvais inférieur et gauche en tout dans une société que je jugeais triste et maussable. Corée c'était dans un salon aimable. Effectivement, c'est un peu le coup dur. Ok. Donc, il essaye de former son esprit. Non, attends. Il écrit abondamment à sa jeune sœur, Pauline. Il essaye de former son esprit, lui conseille de lire, d'apprendre l'histoire. Bon, ok. Il ne sait que répondre à son cousin qui lui demande de faire quelque chose de sa vie globalement. Et il finit par travailler au ministère de la Guerre. Putain, mais l'époque où genre il lui dit bon bah tiens j'ai trouvé ce taf, va le faire. Il se rêvait Don Juan, auteur de comédie à succès, il se retrouve secrétaire. Je pense que le mec qui a écrit la page Wikipédia a quelque chose contre Stendhal. Le début se passe mal, son écriture est illisible, il fait des fautes, il écrit cela au lieu de cela, met trop de en effet dans ses lettres, est terrorisé par son cousin qui le renomme Bœuf Furibond. Ses souffrances prennent fin en 1800, il doit rejoindre la Grande Armée. Ok, donc il fait la guerre. Il va à Milan, en Italie. Je savais pas ce que c'était la Grande Armée. Qu'est-ce que... Grande Armée. La Grande Armée est l'armée impériale de Napoléon Ier. Ok. Ok. D'accord. Globalement, c'était juste l'armée, mais ils appellent ça la Grande Armée pour faire chic. Alors, nanana... Ok, donc il est heureux d'aller en Italie, il regarde des spectacles, il adore Milan. Milan. Est-ce qu'il apprend l'italien? Je ne sais pas. La bataille de Marengo est livrée, à la suite de la victoire, nanana, il doit aller, ok, il doit bouger. Il revient à Milan, il est content.
Il revient à Milan dès qu'il le peut, ok, donc il bouge, mais il est toujours soldat. Il tombe malade probablement de la syphilis auprès des prostituées, qu'il a contracté auprès des prostituées, ce qui serait, bah, c'est de, il a réalisé son projet, devenir un séducteur de femmes. Il restera fiévreux avec des périodes de rémission. En 1801, on lui accorde un congé de convalescence, il revient à Paris début 1802, ok. Après un passage par Grenoble où il reste 3 mois, donc il est quand même revenu à Grenoble pour se dire ah non mais vraiment je ne peux pas. Cette ville, alors qu'il déteste Paris, mais c'est un gros Ragix en fait, à part pour Milan. Ok, il continue de recevoir des thunes, donc il va au théâtre, en salon, commence à écrire des comédies, étudie le comics, suit des cours de danse, d'anglais, de grec. Il démissionne, son père lui envoie des thunes, mais ça lui suffit pas. Il dit que c'est parce qu'il a pas assez de thunes qu'il peut pas pécho, alors que tout le monde sait que ça n'a rien à voir. Ok, bref. Putain, mais... Qu'est-ce qu'il faisait à part... Enfin, il avait un peu une vie de loser, quoi. Donc là, il tombe amoureux de la sœur de son pote, il lui imagine plein de choses, mais bon, il la connaît pas. Prend des cours de déclamation. Ennuyé par la ville, ruiné, il rentre à Paris, renoue ses relations avec la famille Daru, leur demande un poste qu'il obtient. Putain, mais son cousin, vraiment, il lui donne tout le temps des thunes. Vers le 3 août, il devient franc-maçon. Tiens donc. Eh ben, d'accord. L'Allemagne et l'Autriche. OMG. L'Allemagne et l'Autriche. Je savais pas qu'il avait été en Allemagne et en Autriche, mais ça m'étonne pas de lui. Nanana, donc il va en Allemagne. Qu'est-ce qu'il fait en Allemagne? Accaparé par son emploi, il trouve tout de même le temps de suivre des cours d'équitation, de tirer au pistolet, d'aller au théâtre, au café, au concert, à des balles, et de tomber amoureux. Ouais, donc en gros, il branlait rien. Il n'aime pourtant ni la nourriture allemande, composée de pain noir, de choucroute et de bière. Effectivement, dit comme ça, tu te dis, ni leurs édredons, ni leur culture. Fact. Ah bah... C'est-à-dire que effectivement, c'est pas leur point fort, la bouffe, quoi. Ils s'enthousiasment pour Mozart. Mais attends, mais Mozart n'est pas allemand. Il s'est fait avoir, comme tous les débutants. Ok. Oh, donc il finit par se marier à quelqu'un, il retourne à Paris, un médecin lui confirme qu'il a la syphilis. Il doit avoir un traitement. L'armée autrichienne attaque, il doit retourner en Allemagne. Il est affligé du spectacle de la guerre, ville et corps brûlés. Ah oui, la guerre, il se rend compte que c'est pas fun. Il prend une maîtresse plus accessible. Il demande à être envoyé en Espagne sans attendre la réponse, il part pour Paris, d'accord. Il avait le sang un peu chaud, quoi. Ok. Mais attends, il s'est pas marié à quelqu'un, là? Il rentre dans les rangs et se marie à Françoise Darry-Perret-Lagrange, là. Pourquoi il est encore en train de draguer Alexandrine Daru? Ça... En plus, c'est pas genre sa cousine qu'il courtise longuement en vain. À l'époque, l'Autriche devait bien appartenir au même empire qu'à l'Allemagne. Je suis trop nul en géographie historique. Je suis trop nul en géographie. Je suis trop nul en histoire. Ah, tu penses? Mais non. S'il se passionne pour Mozart... Autriche. Autriche, ça a été créé quand? Fête nationale le 26 octobre. Bah non, Empire d'Autriche, 1804. Et là, on est en 1800, je sais pas combien, mais... Bon, non, je pense que Mozart, il était vraiment allemand. Putain, l'Empire d'Autriche, c'était quelque chose, hein. Et ça a bien... Ça a bien perdu, hein. Donc, ouais, non, je pense que Mozart, il était vraiment autrichien. Donc, nanana, ok. Il est officiellement nommé auditeur au Conseil d'État.
Non, mais comment il arrive à des postes aussi importants alors qu'il est nul? Il fait rien, il se fait balader de pays en pays, il fait rien du tout. Et il a des maîtresses vaguement. Ok, bref, il va en Italie, non, il retrouve sa jeunesse. La chute, ok. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Mais là en plus il a encore rien écrit, hein. Que dalle. Quand est-ce qu'il écrit? Donc c'est les campagnes de Russie, effectivement. Donc les souffrances de cette campagne l'ont vieilli et rendu amer, tu m'étonnes. Il fanfaronne en disant avoir pris la retraite comme un verre de limonade. Il a perdu goût à tout, ouais. Putain, mais il se la pète tellement. Oh, je le déteste. Je... Genre, en fait, on dirait Bellamy, quoi. La guerre reprend, mais Henri n'a nulle envie d'y participer. Tu m'étonnes. Ok, bref, il fait la guerre. Henri tente de proposer ses services au nouveau pouvoir parce que voilà, l'empereur a abdiqué, mais on lui dit non, donc il retourne à Milan. Lord Byron, putain, ça c'est un mec qui se la pétait. Enfin, ça c'est un mec qui était cool, alors que Stendhal, quoi. Voilà. Au printemps, ouais, parce qu'il y a le retour de Napoléon, mais ça l'incite pas à revenir en France. La défaite de Waterloo lui fait dire que tout est perdu, même l'honneur. Ouf. Et bon, bref, il drague Angela, qui lui dit non, mais ça y est, c'est mort. Il se rend à Paris après un passage à Grenoble. Ok, l'essor littéraire. Putain, enfin on y est. Attends, parce que je viens de lire un mot trop drôle là. En 1821 éclate une révolution dans le Piémont contre l'occupant autrichien parce qu'il est accusé de sympathie pour le carbonarisme. Il est expulsé de Milan. Il aime les pâtes carbo. Expulsez-le. Mais non. Je vous jure que je mets pas de crème dans les pâtes. Est un mouvement initiatique secret, nanana, présent en Italie et en France. Et c'est quoi le but? La charbonnerie tire son nom des rites d'initiation des forestiers fabriquant le charbon de bois. Le carbonarisme. C'est la révolutionnaire français, ok, donc c'est un peu un truc de révolutionnaire de franc-maçon. Le carbonarisme, quel nom de fou furieux quand même. Essor littéraire, ouh, enfin on y est. Il est de retour à Paris, presque ruiné après le décès de son père, déprimé par les adieux de Mathilde. Il passe ses soirées à l'opéra ou dans les salons de la gauche libérale, libéraux qu'il trouve outrageusement niais. Il est admiré pour sa manière de raconter des histoires, mais choque par ses sarcasmes, ses boutades, ses provocations politiques, ses idées jacobines. En 1822, il publie dans L'indifférence générale de l'amour après avoir récupéré le manuscrit égaré pendant plus d'1 an. Il prend ardemment la défense du romantisme avec Racine et Shakespeare, tu m'étonnes. Voilà, donc il publie un truc, tout le monde s'en bat les couilles globalement. Stendhal continue à plusieurs reprises jacquement sur ses œuvres et ce dernier est l'auteur des dernières pages de l'amour. Ok. De l'amour. Afin de gagner sa vie, il entame une intense activité de journaliste. Ah putain, je voulais trop lire de l'amour, on en a grave parlé l'an dernier. Ah mais oui, c'était pas ton thème de... pas Capes, d'Agreg? De l'amour. Stendhal. Qu'est-ce qu'ils en disent? D'histoire des idées. C'est un essai de Stendhal sous couvert d'analyse psychologique et sociologique. Il exprime sa passion malheureuse pour... Ah oui. C'est dans cet ouvrage qu'il invente et décrit le célèbre phénomène de la cristallisation. Oh putain. Ok. Ah oui, quand même. La cristallisation, c'est quelque chose. J'avais oublié que c'était lui, la cristallisation. Enfin... Et je savais pas du tout que c'était dans autre chose que... dans... Le rouge et le noir. Enfin, c'était l'amour comme passion et de Niklas Luhmann, mais il mentionne beaucoup Stendhal. Tu m'étonnes. Ok, donc afin de gagner sa vie, il devient journaliste. Cette époque est aussi celle des amours tumultueuses, parce que jusqu'à présent, il avait que des amours tout à fait normales. Nanana. Ok, il drague la fille de sa pote. Ensuite, il drague la cousine de Delacroix. Putain, mais ils se connaissent tous entre eux. Attends, mais lui aussi?
C'est chez elle qu'il passera la nuit du 29 juillet 1830 où il assistera à la révolution de juillet de son balcon. Non mais... Qu'est-ce qui se passait à cette époque? Non mais j'ai pas de balcon, c'est pour ça que je peux pas voir l'histoire se faire. Il publie son premier roman, Armance, mal compris et mal reçu, dont le thème l'impuissance lui est fourni par le roman de son ami Claire de Duras. Il y avait combien de balcons exactement autour de la Bastille? Je pense qu'il y avait juste un balcon qui faisait le tour de la Bastille et tout le monde vivait sur ce balcon, c'est ma théorie. Tout en écrivant de nombreuses nouvelles, Vanina Vanini, OMG, est-ce que c'est ça la chanson de... Enfin, est-ce que ça a inspiré la chanson de... Comment il s'appelle? Ah, j'allais dire le mec qui est mort, mais c'est pas super précis. Ah. Putain. Non mais... Alors... Oui, je pensais à Claude François, mais après je me suis demandé si c'était pas Dave qui chantait Vanina, c'est ça, et qu'il est pas du tout mort. C'est ça. Mais c'est marrant qu'on ait pensé à Claude François en même temps. Et du coup, y a-t-il un lien? Pas l'impression. Ils invitaient leurs potes à la watch party, pour venir voir la Bastille tomber. Mon rêve. J'espère que... Ah mais je connaissais pas Vanina, je croyais que c'était une référence à Alexandre et Alexandra. Ah. Ah, parce que Vanina Vanini. Ok. Effectivement, je vois le lien. Mais Dave et Cloco se ressemblent de fou, non? Bah, il y a un peu la vibe, ouais. Effectivement. Dave... Claude François, il y a peut-être quelqu'un qui a fait un montage. Pas du tout. À la place, on a le roi du Maroc. Et apparemment, si tu mélanges Dave avec Claude François... Putain, mais ouais, ils ont grave la même vibe, en fait. Sa réincarnation. Pas sur Brave en tout cas. Non mais n'irons pas voir sur Google. Trop des traîtres. Depuis qu'ils ont renommé le golfe du Mexique en golfe des États-Unis là. Non, golfe d'Amérique. C'est... Déjà je les aimais pas trop avant, mais maintenant c'est l'ennemi. Moi pour les images je vais sur DuckDuckGo. Oh. DuckDuckGo. Le truc est en feu, ça a l'air génial en tout cas pour faire la pub. Claude François, Dave. Est-ce qu'il y a des images de eux ensemble? Non. Ah si, il y a quelqu'un qui a mis le bas de Claude François sur le haut de Dave. Et effectivement... Mais non, non. C'est pas un montage, ça serait trop bien fait. Je n'y crois pas. Mais effectivement, c'est très la même vibe. Sauf que lui, il est vivant, quoi. Il manque un peu d'électrique. Ok, il s'agit d'une période intellectuellement très féconde, donc voyez Vanina, il commence à écrire son second roman, Le Rouge et le Noir, il en corrige les épreuves durant les journées de juillet. Il paraît le 13 novembre 1830, alors qu'il est déjà parti en Italie. Alors que sa notoriété naissante et le courage des Parisiens lors de la Révolution de Juillet commençaient à lui faire aimer Paris, il doit quitter la France. Le courage des Parisiens, mais lui il en prend pas une. Donc ok, nanana... Il méprise les Autrichiens alors qu'il adore Mozart. En attendant qu'on lui trouve un autre poste, il se rend à Venise où il fréquente le salon Nana. En raison de son éloignement, il ignore la réception du Rouge et le Noir. Admiré par Sainte-Beuve, il est honni par Victor Hugo. Chaque fois que je tente de déchiffrer une phrase de votre ouvrage de prédiction, c'est comme si on m'arrachait une dent. Stendhal ne s'est jamais douté un seul instant de ce que c'était que d'écrire. Ah ouais, c'est dur quand même. C'est un petit peu...
Après, voilà, il a ses avis, Victor Hugo. Effectivement, quand on écrit comme lui, je suis d'accord que tu puisses trouver le style de Stendhal un petit peu mou. Mais de là à te dire que c'est comme si on t'arrachait une dent, c'est peut-être un petit peu abusé, Victor. Victor Hugo, c'est un sniper. Surtout qu'il avait dit, bah, du coup, je serais... Ah, putain, Chateaubriand ou mieux. Chateaubriand ou rien. Genre, franchement, il avait pas le nez creux sur qui était... qui allait être dans les petits papiers, quoi. Ok, nanana, il est nommé à Civitavecchia, 7500 habitants dont 1000 forçats. Y a rien. Il se donne du courage avec ce mot d'ordre, CFCDT, se foutre carrément de tout. Quoi? Mais quel goth. Finalement, ça me fait remonter un petit peu dans mon estime. Écoutez, moi je propose qu'on adopte le mot d'ordre de Stendhal, CFCDT, se foutre carrément de tout. Il commence plusieurs romans, ok. 2 essais autobiographiques, putain, il aimait raconter sa vie. Hein. La vie d'Henri Brulard alors qu'il s'appelait pas Brulard, il n'en termine aucun, tu m'étonnes. Il écrit pour lui seul car il a décidé de ne pas publier tant qu'il serait fonctionnaire par crainte de déplaire à sa hiérarchie. Ah ouais, alors il aime bien les Parisiens parce qu'ils se révoltent, mais par contre lui, bon... Ok, il participe aux fouilles archéologiques, nanana, il fait des voyages, bref. 1839, changement de gouvernement, il est plus sous la protection de Molé, donc il fait paraître la Chartreuse de Parme qui remporte un vif succès, 1200 exemplaires, allez. Puis la baisse de Castro, nanana. Il avait commencé la miel, le rose et le vert qui restera inachevé. Par même temps, il a fait le rouge et le noir, là il était en mode le rose et le vert, les gens étaient en mode Il devient réellement malade, syncope, ce qui ne l'empêche pas de tomber amoureux, encore une fois. En 1840, un article élogieux d'Honoré de Balzac sur la Chartreuse de Parme. Je suis deg d'avoir raté autant de couleurs. Oh non! Le rouge et le noir ça va, mais le rose et le vert. Mais surtout, je me demande ça faisait référence à quoi le rose et le vert. Parce que le rouge et le noir c'était genre l'armée ou la religion. Mais le rose et le vert, les socialistes et les écolos. Le rose et le vert. Le rose et le vert. Ok. Ok, donc ça raconte l'histoire d'un personnage féminin et riche héritière allemande du nom de Mina de Wrangel. À la mort de son père, elle se retrouve à la tête d'une fortune colossale, mais sa richesse n'est pas sa seule qualité, puisque c'est aussi la plus jolie fille de son pays. Elle est érudite, pleine de sagesse et de finesse. Toutes ces qualités font d'elle la célibataire la plus convoitée d'Allemagne et les prétendants se pressent pour la conquérir. Mais Mina a des doutes, ces hommes viennent-ils pour sa fortune ou pour sa personne ? Avec la complicité de sa mère, elle va tenter de démêler les intentions véritables de ses amoureux. Dans un premier temps, elle souhaite faire connaître la nouvelle de sa ruine, mais de nombreux obstacles vont empêcher la réalisation de ce projet risqué. Elle choisira donc une deuxième option, aller vivre à Paris où elle n'est pas connue, afin de s'y faire passer pour une fille modeste. Ainsi s'aspire-t-elle à trouver l'amour véritable. La suite du roman se déroule donc en France et narre ses rencontres successives et les réflexions que cette aventure lui inspire. Et là... je rencontre François Hollande. Et je me dis, comment abandonner Jadot pour François Hollande? Qui sera le plus traître? Ok, ça c'est le roman lui-même. C'est pas très clair. Bon, on sait pas trop c'est quoi le rose et le vert. On dirait un peu qu'il a décidé ça au pif. Il était en mode, oh les couleurs, j'aime bien. Bon, du coup, Honoré de Balzac dit que la Chartreuse de Parme c'est banger. Donc Victor Hugo et Balzac, pas d'accord tous les deux. Comme quoi. Autre attaque d'apoplexie, bref, il retourne à Paris, et il finit par mourir. Ok.
Il a la Légion d'honneur à titre d'homme de lettres. L'état habituel de ma vie a été celui d'amant malheureux, aimant la musique et la peinture. Je vois que la rêverie a été ce que j'ai préféré à tout, même à passer pour un homme d'esprit. Allez, ça crève, ça crève. Ah, c'est intéressant. Enfin, j'étais curieux de savoir pourquoi il avait pris un pseudonyme. Il a utilisé d'autres noms de plumes, nanana. C'est sous le pseudonyme de Monsieur de Stendhal, officier de cavalerie, qu'il publia ses œuvres. Ce nom de plume pourrait être inspiré de la ville d'Allemagne Stendhal, lieu de naissance de l'historien d'art, archéologue renommé de l'époque, nanana. Mais surtout, proche de l'endroit où Stendhal vécut entre 1901, un moment de grande passion avec William. Et il a ajouté un H pour germaniser le nom. Ok, donc en gros, il était dans un village qui s'appelait Stendhal, il était en mode, allez. Et il souhaita qu'on le prononçât Stendhal. Il use aussi de très nombreux pseudonyme dans ses œuvres intimes et sa correspondante. Dominique, Don Flegme, Giorgio Vasari, William Crocodile, Poverino. Jamais il m'écrivait une lettre sans signer d'un nom supposé, mais qu'est-ce qui se passe, Stendhal? On dénombre plus d'une centaine de pseudonymes. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Il ajoute que Stendhal écrit à peu près dans le genre de Diderot qui n'était pas écrivain. Coup dur. Et c'est Balzac qui le dit. Ok, donc le réalisme. Ok. Et est-ce qu'il est BG? Putain, 45 minutes sur Stendhal. Bon, en même temps, c'était attendu quoi, c'est Stendhal. Ça se pose là quand même. Seul Balzac peut me juger. Et Balzac a dit: oh, sympa. C'est ok. On va le chercher là. Stendhal. Bah oui, il n'y a qu'une image. Putain, il a changé Stendhal. En vrai, il a une bonne petite bouille de traître. C'est pas le BG ultime, quoi. Mais ça va. C'est ok. Moi, je le mettrais en... C'est pas mal. Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? En termes d'histoire. Je pense qu'il faut qu'on passe moins de temps sur l'autobio. Je suis d'accord. Mais c'est difficile. On sait bien, carrément. Non mais il était napoléonien, il s'est jamais rebellé, il a fait que coucher avec des meufs. C'était un peu un loser. Mais y a personne dans ses biens. Bah, y a Molière, qui était pas un loser, et qui était giga BG. Moi j'hésitais déjà à le mettre en mouet. C'est vrai qu'il est plus BG. Que ça compte pour lui. Il est assez neutre en based. Bah pour moi, il est plutôt moins que plus en base, parce qu'il était genre contre Napoléon, ensuite il était pour Napoléon, ensuite il était en mode waouh, les gens se révoltent trop bien, mais moi je fais rien et je fuis, je voyage. Genre il était pas non plus... Après c'est vrai que il a fait des romans un petit peu engagés. Alors moi je le mets là. Mais en fait là j'hésite même à passer Corneille devant Diderot. Je me suis rappelé de à quel point Corneille il était banger par rapport à Diderot en termes d'écriture. Moi je pense là. Ou alors devant Diderot, comme ça. Mais je le mettrai jamais en c'est bien. Non. Impossible. Attends, et sa vie c'était... C'était coucher avec des... Enfin, draguer des meufs avec lesquelles il pouvait pas coucher, se plaindre qu'il était nul à chier. Il avait pas une vie de fou furieux. Et puis bon, ça a quand même commencé par... à 7 ans, j'étais amoureux de ma mère, quoi. Niveau ambiance, ça se pose là. Non, je pense que là, c'est à peu près ok. Il y a personne, on sait bien. Pour l'instant. Mais regarde tous ces auteurs qui arrivent. Genre... Tous ces auteurs qui arrivent là. Proust, je sais pas. Je peux pas me prononcer. Ok.
Passe au suivant. De toute façon, il y aura peut-être des ajustements plus tard. Qui est cette personne? Franchement, nice guy. En plus, il a même pas tué son père. C'est psychopathe de discriminer les gens qui ont des complexes de deep. Et je le discrimine pas, je dis juste qu'il était moins based que d'autres. L'abbé Prévost, quel PG. C'est lui qui a écrit Manon Lescaut. En plus, il a même pas tué son père. Oui, oui, oui. C'est vrai, il aurait pu. Mais quand même. Alors, Abbé Prévost, auteur de Manon Lescaut. Est-ce la seule chose qu'il a écrit? Putain, pour le coup, Manon Lescaut, je le connais pas mal. Hein. On a bien étudié sa mère. Hein. En première année de prépa, je crois que c'était le premier bouquin que j'ai étudié en rentrant en prépa et il m'a bien fait en long, en large, en travers. J'ai fait une colle dessus, je crois que j'ai eu 6, c'était super, c'était incroyable, quelle ambiance de fou. Alors, Abbé Prévost, est-ce que tu as tes citations? L'amour est violent, il est injuste, il est cruel, il est capable de tous les excès et il s'y livre sans remords. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple, toute ma vie est destinée à le pleurer. Un cœur de père est le chef-d'œuvre de la nature. Pas convaincu. Délivrez-vous de l'amour et je vous vois presque sans défaut. L'âge mûrira vos vertus. Il vous apportera le mérite de les exercer avec connaissance. Mémoire et aventure d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. C'est bien, c'est pas du tout un titre où on se met en avant. J'éprouvais alors qu'on peut aimer l'argent sans être avare. J'ai éprouvé que rien n'est plus capable d'inspirer du courage à une femme que l'intrépidité d'un homme qu'elle aime. Rien n'est plus honorable et ne fait plus d'honneur à la vertu que la confiance avec laquelle on s'adresse aux personnes dont on connaît parfaitement la probité. On le sent qu'il n'y a point de risque à courir. Si elles ne sont pas toujours en état d'offrir du secours, on est sûr qu'on en obtiendra au moins de la bonté et de la compassion. Le cœur qui se ferme avec tant de soin au reste des hommes s'ouvre naturellement à leur présence, comme une fleur s'épanouit à la lumière du soleil, dont elle n'attend qu'une douce influence. Avec la petite rime et tout, c'est sympa. Mais c'est pas non plus dinguerie de fou furieux, quoi. C'est pas Corneille. J'ai deux onglets, c'était date, ça va pas du tout. Avec Prévost. Ok, on va essayer de se limiter sur sa biographie. Bon, bah ça va être limité de base. En même temps, c'est logique, 693-763, ça date un peu. Jeunesse et formation, nanana. Il s'engage, il déserte en Hollande. En Hollande où il prend un café. Il profite de l'amnistie générale pour revenir en France, ok. Il rentre chez les bénédictins. Oui, c'est vrai qu'il devient abbé, donc faut bien qu'il fasse de religion un moment. Il a envoyé 1 an à l'abbaye de Saint-Ouen se former aux méthodes de l'édition suivante. Il donne le manuscrit des aventures du chevalier romain, satire anti-jésuite sous couvert de récits antiquisants, un éditeur rouennais avant de le reprendre. Alors, il fait 3 ans de théologie, puis des exercices spirituels. Il va d'abbaye en abbaye, bref. Il a le debuff clerc. Bah, en vrai, tu peux être clerc et banger si tu défends certains trucs, quoi. Mais c'est pas... Genre, si t'es en mode oui, quand même, il faut pas que les meurs y pauvres, que les pauvres y meurent, que les meurs y pauvres, que les pauvres ne meurent et tout. Ok, il participe à la rédaction de Galacrocissana, il a la pêche à Évreux. Il travaille en réalité au mémoire et aventure d'un homme de qualité. Il obtient une approbation pour les 2 premiers tomes. Il entreprend de demander son transfert dans une branche moins stricte de l'ordre de Saint-Benoît. Il quitte son monastère sans autorisation, frappé d'une lettre d'un cachet, il s'enfuit à Londres. Il devient précepteur de Francis Hale, fils d'un sous-gouverneur. Il visite avec suite le sud de l'Angleterre. Il est obligé de quitter Londres à la fin des années 1730. Tu sais que genre, je pensais exactement à l'abbé Pierre et après j'étais en mode...
l'abbé Pierre avant les révélations, quoi. Non, mais c'est vraiment. Mais d'ailleurs, j'ai appris que il s'était, que l'association s'était renommée. Et j'étais en mode, tu m'étonnes que t'es obligé de te renommer après ça. Mais mauvais exemple. Ouais, je suis sûr qu'il y en a des meilleurs, des abbés. Peut-être pas lui, quoi. Alors, il voyage, nanana, il écrit. Euh, nanana, il écrit Blé Dead comme tous les putains d'écrivains. Il retourne à Londres où il fonde Le Pour et le Contre, journal principalement consacré à la connaissance de la littérature et de la culture anglaise. Il en est le principal auteur et poursuit son édition de façon presque interrompue jusqu'en 1740. Il ne rétablit pas pour autant ses affaires, fait un faux chèque qui le mène en prison et rentre en France. En vrai, pour un abbé, il est rock'n'roll. Hein. Négocie son retour chez les bénédictins, effectue un second noviciat, il est en mode ok, bon, j'ai déconné, mais je peux revenir? Ok. Il publiera d'autres romans. Il passe les dernières années de sa vie à Paris. Une légende tenace raconte que l'abbé aurait subi une crise d'apoplexie au retour d'une visite des bénédictins. Ok, non. Il est en fait mort d'une rupture d'anévrisme. Bon. Globalement, il a voyagé à Londres. Il était en mode, je suis croyant finalement. Non, je suis plus dans les ordres. Non, mais en fait, si, je suis dans les ordres. Non, mais finalement, je suis plus dans les ordres. Et quand il avait plus de thunes, il était dans les ordres. En résumé. Mais il n'y a pas grand chose du coup. Après, il avait l'air d'être plutôt genre ok. Il n'y a pas trop ce qu'il défend comme idée. Mais on sait qu'il voulait pas être dans les branches super strictes, donc il avait l'air d'être plutôt ok. Mouvement Lumière. Ah, genre artistique, roman de mœurs. C'est vrai que c'est des romans de mœurs. Après, c'est vrai que c'est un peu. Manon Lescaut, c'était quand même attention aux prostituées, quoi. Et physiquement. Qu'est-ce que tu proposes? Abbé Prévost. Oh, je m'attendais pas à ça. En vrai. Non. C'est pas lui, ça. Non. J'ai décidé que non. Ah putain, on a des photos, trop bien. Les fameuses photos de l'abbé Prévost. Non, du coup. Oh, ouais, et une carte Pokémon. Ouais, j'ai eu Antoine François Prévost. Trop bien. Je dirais. Ouais. Entre. Oh non, après Montaigne. Entre Montaigne et Châteaubriand. Là. Genre, c'est ok. Mais est-ce que t'as envie de passer des jours à lire ces trucs? Non. Est-ce qu'il est BG? Non. Est-ce qu'il a des choses intéressantes dans sa vie? Bof. Allez. Voilà, ça c'était bien, c'était expédié un quart d'heure pour l'abbé Prévost. Ça dégage. Tac, allez. Je suis en speedrun là. Quoi? Ah, Pascal. J'étais en mode, mais c'est qui Isaac Louis, le maître de Sassy? Mais c'est je pense que c'est le peintre du coup. Blaise Pascal, est-ce bien toi? Je savais même pas. Là, c'est le moment de faire ma. Mais ça ressemble pas à lui. C'est le moment de. Est-ce qu'en vrai, il n'y a pas un critère en plus vie rocambolesque? C'est vrai. Mais c'est le critère. C'est le critère. Critère beau marché sur 20, quoi. Allez, on rajoute, genre en bonus. Attends, parce que je vérifie que c'est bien Blaise Pascal, parce que ça a pas l'air d'être lui en vrai. Genre, je retrouve pas du tout cette photo.
qu'il y a là? Est-ce que je peux changer les critères? Peut-être. Tac. Attention, je maîtrise très peu. Et comme ça, rocambolesque, je dirais oui. C'est bien, on peut pas du tout la lire. Parfait. Là, ça va se lire un peu mieux, je pense. Let's go. Mais est-ce que du coup c'est bien Blaise Pascal? J'ai un doute sur qui est ce monsieur. Parce que selon eux, c'est Blaise Pascal, mais... Ouais, si, ça a l'air d'être Blaise Pascal. Ok. Bon. Blaise Pascal. Et du coup, ce que j'allais avouer, avant de tomber dans ce bonus virocambolesque, c'est que je savais pas qu'il était français. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, Pascal, il était allemand. Je sais pas pourquoi. Mathématicien, physicien, inventeur, écrivain et philosophe chrétien français. Problème de France sur cette photo, je suis d'accord. Le peintre était pas incroyable. Blaise Pascal, extrait. Un philosophe qui n'est pas français, impossible, on n'a que Descartes. Attends, Descartes, il est pas français? Non. Mais si. Ou j'ai mal compris le message? Mais... Ah, si, mais on a un seul philosophe français, Descartes. Ah, je suis d'accord. Oui, t'as mal compris le message. Après, comme on a établi au début du live, le CDI, voilà. Alors, la nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'est que l'image. Putain, mais oui, je me souviens de Pascal. C'est juste un gros forceur. C'est le pari pascalien de il faut que tu crois en Dieu parce que bah... Genre c'est plus worse de croire en Dieu et ensuite d'aller au paradis que de pas y croire et ensuite d'avoir une vie de merde, une éternité de merde quoi. Nous ne tenons jamais au temps présent, nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt. Si imprudents que nous errons dans les temps qui ne sont point nôtres et ne pensons point au seul qui nous appartient et si vains que nous songeons à ceux qui ne sont rien et échappons sans réflexion le seul qui subsiste, c'est que le présent d'ordinaire nous blesse, nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir et pensons à disposer des choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver. Que chacun examine ses pensées, il les trouvera tout occupées au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent, et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre de la lumière, pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin, le passé et le présent sont nos moyens, le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne soyons jamais. Je vois trop en soirée, croire. Il te donne de l'eau de vie. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est tout pour moi, merci, au revoir. Non mais c'est lui ça? Ouais mais en tout cas ce que je viens de dire de lui ça m'a pas convaincu. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. On la connaît mal. Là c'est une citation qu'on a changée. Nonobstant un emploi fréquent à propos d'affect dans la culture populaire, cet aphorisme traite de la religion. C'est un raccourci de la conception de Pascal. La raison n'est pas le meilleur moyen d'appréhender Dieu. La phrase est devenue une maxime évoquant, avec une certaine indicieuse, la complexité intime de certains choix peu lisibles pour un observateur,
particulièrement en matière de choix amoureux. Putain, Lucas a ses raisons que la raison ne connaît point. Il pensait que c'est... Enfin, genre, ça, c'est censé parler de Dieu, mais qui le parle encore pour Dieu? Enfin, qui l'utilise encore pour parler de Dieu? Absolument personne. Mais c'est ok, Pascal, t'inquiète. Il faut se connaître soi-même quand cela ne servirait pas à trouver le vrai, cela au moins sert à régler sa vie, et il n'y a rien de plus juste. Mais pourquoi il est dans les auteurs? C'est un philosophe. En plus, c'est un philosophe zéro fun. Alors que tu vois une voisine trop curieuse là, plongée dans les mésaventures hilarantes de Germaine, une septuagénaire bien destinée à arrondir ses fins de mois en devenant espionne amatrice. Ça, tu vois, tu dis entre lire ce bouquin là, où on te dit non, on pense qu'à l'avenir, au passé, on n'est jamais dans le présent. Et lire Germaine, le septuagénaire qui fait des enquêtes, eh ben, je peux te dire que Pascal, hein, je suis pas sûr qu'il gagne. Oh, l'homme est si malheureux qu'il s'ennuie même sans aucune cause d'ennui par l'état propre de sa complexion. Et il est si vain qu'étant plein de 1000 causes essentielles d'ennui, le moindre chose comme un billard est une balle qu'il pousse suffisent pour le divertir. En plus, il nous juge. Non mais c'est bon. Ouais, je suis pas convaincu, Pascal. Oh, ok, il va falloir cut dans sa vie. Ok, alors... Il est éduqué par son père, c'est un enfant HPI. À 16 ans, il publie un traité de géométrie projective. À 19 ans, il invite la première machine à calculer. Il la développe puis présente à ses contemporains. En 31 ans, il développe une méthode de résolution de problèmes des parties qui donne naissance au cours du XVIIIe siècle au calcul des probabilités. Influencera fortement les théories économiques modernes et les sciences sociales. Ok. Après une bouleversante expérience mystique en 1654, il a quel âge? Il est né en 23. En 23, 54, et il meurt à 39 ans. Putain, il est mort jeune. Et donc il a une expérience mystique à 26 ans. 25 ans. 23 et 23, ça fait 46. Non, je sais pas compter. C'est terrible. Putain, mais pourquoi je sais pas faire 54 moins 23? C'est terrible. 54 moins 23, ça fait 1. À 31 ans, ok. À 31 ans, il a une expérience mystique. Et du coup, il décide de se consacrer à la philosophie. La religion, sans toutefois renoncer aux travaux scientifiques. Ok, et c'est pour ça que c'est dans ce moment-là qu'il écrit Provincial et les pensées publiées post-mortem. Sa pensée marque le point de conjonction entre le pessimisme de Saint-Augustin et le scepticisme de Montaigne. Ok. Présente une conception théologique de l'homme et de sa destinée, souvent sujet tragique. La réflexion politique de Pascal est indissociable d'une interrogation métaphysique sur le tout de l'homme. Alors, né à Clermont, actuellement Clermont-Ferrand. Putain, il était à Clermont-Ferrand avant que ça s'appelle Clermont-Ferrand. Issu d'une famille bourgeoise, quitte sa maison. Son père quitte la maison alors qu'il a que 8 ans. Mais il décide d'étudier son fils parce qu'il est hyper intelligent. Alors, ok, à 11 ans, il compose des traités. À 12 ans, il commence à travailler sur la géométrie. Ok. Monsieur est un petit génie, d'accord. Putain, ça fait vraiment tâche avec... avec Stendhal et son... il savait même pas écrire cela en arrivant à Paris, là. Le travail de Pascal est si précoce que Descartes, en voyant le manuscrit, croira qu'il est de son père. La guerre de 30 ans, nanana. Bref, son père, c'est un gros bourgeois, il est en mode « Arrêtez de me voler mon argent pour faire la guerre !» Et il fait la guerre pour ça. Il commence le développement de sa première machine à calculer à 18 ans, d'accord. En vrai, c'est un peu il a un peu inventé la calculatrice. Il a également inventé la presse hydraulique. On lui prête aussi l'invention de la broulette, ou vinaigrette. Ah, j'étais en mode quel est le rapport, mais du coup ça ressemble plutôt à ça. Du hackey. Ok, donc de certains trucs pour transporter des marchandises. Ok, son père se blesse. Dès sa 18e année, parce qu'elle souffre d'une mystérieuse maladie neurologique.
En 1647, il a atteint au point qu'il ne peut plus se déplacer sans béquille. Il a de nombreuses week-ends, de maux de ventre, ses jambes et ses pieds sont continuellement froids. Mais du coup, est-ce qu'on sait pas ce qui se passe? Enfin, est-ce que maintenant on ne peut pas deviner ce qu'il avait à l'époque? Maintenant, il est devenu hypochondriaque, irritable, sujet à des accès de colère, et il sourit amèrement. Ok, donc il devient malade et après il devient vénère. Et c'est quand il est vénère qu'il est croyant. La période mondaine. Ok, donc comme il est souffrant, il se met à fréquenter du monde. Ok, la fronde, on y revient. Il perd son poste pendant la fronde parlementaire, rentre à Paris pour réduire ses dépenses. Ok, nanana. Ok. S'opposant de façon moderne aux aristotéliciens, il choque vivement tous ceux qui croyaient que la nature avait horreur du vide. Selon l'antique adage, les expériences sur le vide à la suite des travaux de Torricelli l'occupent pleinement. De 1646 à 1654, il multiplie les expérimentations avec toutes sortes d'instruments. L'une d'entre elles, en 1848, lui permet de confirmer la réalité du vide et de la pression atmosphérique et d'établir la théorie générale de l'équilibre des liquides. Alors de 1, banger, mais de 2, pourquoi il est dans les auteurs? Donc son père meurt, il hérite, il a des thunes, il s'éloigne de son premier engagement religieux et vit quelques années une intense période mondaine quand il a de la thune, c'est ça? Il est à la fois riche et libre. Ok. Sa sœur lui dit mec calme-toi, il est en mode bon d'accord. Durant les visites de sa sœur à l'abbaye, il éprouvait un grand mépris pour les affaires du monde et un dégoût presque insupportable de toutes les personnes qui en sont. Il ajoute qu'il aurait aimé se rapprocher de Dieu. Chez lui, il prie souvent toute la nuit et lit la Bible. Pour les pensées, oui, non, mais je sais en théorie pourquoi il est là. Mais. Enfin, c'est pas. Pour moi, c'est plus un philosophe qu'un auteur et c'est difficile de les juger pareil, quoi. Après, tu me diras, c'est pareil avec les auteurs de poésie et les auteurs de théâtre, c'est pas la même chose. Ok, il cherche un directeur de conscience. Tac. Il me semble que vous prenez assez de part au miracle pour vous demander en particulier que les vérifications en est achevée par l'Église, comme vous le verrez par cette sentence de Monsieur le Grand Vicaire. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pascal revient à Paris, juste après avoir surveillé la publication de sa dernière lutte, sa foi religieuse est renforcée par un miracle qui a touché sa nièce, âgée de 10 ans. Sa sœur raconte le miracle en ces termes. Ce fut en ce temps-là qu'il plut à Dieu de guérir ma fille d'une fistule lacrymale qui avait fait un si grand progrès. Dans 3 ans et demi que le pus sortait non seulement par l'œil mais aussi par le nez, par la bouche. Bref, super. Cette fistule était d'une si mauvaise qualité que les plus habiles chirurgiens de Paris la jugeaient incurable. Cependant, elle fut guérie en un moment par l'attouchement de Sainte-Épine qui est à Port-Royal de Paris, et ce miracle fut si authentique qu'il a été avoué de tout le monde, ayant été attesté par de très grands chirurgiens et médecins, ayant été autorisé par un jugement solennel de l'Église. Pardon, je me suis fait... je m'attendais pas à cette image qui... Genre... j'ai dû pas super content, quoi. Oh... Bon, de Sainte-Épine... Ok, donc ça lui fait croire encore plus en Dieu. Il se fait un cachet, d'accord. Non. En quête de vrai et de bien. En même temps qu'il polémique ainsi contre les jésuites, Pascal déploie une intense activité pédagogique et scientifique pour les élèves de Grange de Port-Royal. Ok. Donc il est prof. Il souffre puisqu'il est malade, on sait pas trop de quoi. Il souffre du ventre, des violentes migraines, rage de dents. Il renonce à travailler. Il met simplement la dernière main à la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, commencé 2 ans plus tôt. Je vous demande que vous disposiez de ma santé, de ma maladie, de ma vie et de ma mort pour votre gloire, pour mon salut et pour l'utilité de l'Église et de vos saints. Il était vraiment en mode, si je souffre, fais en sorte que ça soit utile.
Sa vie prend un caractère ascétique. Il lui arrive de rejeter les ordonnances des médecins capables de le soulager. Ok. Au service des petites gens, après avoir, grâce à ses connaissances en hydrostatique, participé à l'assèchement du marais Point de Vin à la demande du truc rouennaise. Nana, il assure la publicité de ce qu'il fait. Ok, donc il développe ses carrosses. La première ligne de transport en commun convoyant les passagers dans Paris dans des carrosses à 5 sols munis de plusieurs sièges. OMG, les premiers transports en commun en 1662. C'est un tel succès que la compagnie ouvre bientôt une 5e ligne de carrosses. Cette entreprise reflète parfaitement le souci d'action conquête et de charité qui habite le savant. Ok. L'établissement dans la ville et ses faubourgs de carrosses publiques destinés aux petites gens afin de leur procurer les mêmes commodités qu'aux riches. Ah ouais, mais il était un peu engagé. Tu vois, quand je disais que tu peux être religieux et genre, ok, tiers. Ok, la maladie s'aggrave. Masque mortuaire, putain, c'est un peu flippant les masques mortuaires. Bref, il vend tout son mobilier pour distribuer l'argent aux pauvres. Il abandonne même sa maison. Il héberge une famille d'ouvriers dont un enfant est atteint de la petit vérole. Conscient du fait qu'il a peu de chances de survivre, il sauve son mal avec une remarquable patience, disant « La maladie est l'état naturel du chrétien, parce qu'on est par là comme on devrait être toujours, c'est-à-dire dans les souffrances, dans les maux, dans la privation de tous ses biens et de tous les plaisirs des sens, exempt de toutes les passions, sans ambition, sans avarice, et dans l'attente continuelle de la mort. » Ouh, on s'ambiance, hein. Ok. L'autopsie, ah, donc on sait ce qu'il a. On suppose, pratiquée après sa mort, elle révèle de graves problèmes stomacaux-abdominaux accompagnés de lésions cérébrales, ce qui peut laisser supposer une nécrose de l'intestin, un infarctus mésentérique. La conséquence de l'obstruction d'une artère destinée digestive. Et une hémorragie cérébrale. Malgré cette autopsie, la raison exacte de sa maladie n'est pas connue. Les hypothèses ont été émises, tuberculose, cancer de l'estomac ou combinaison des deux. Ok. Publication posthume. Pascal le plus achevé avant de mourir son travail théologique le plus important, un examen soutenu et logique de la défense de la foi chrétienne, avec pour titre original Apologie de la religion chrétienne. Chrétienne, pardon, pas chrétienne. Ok. Bref, il fait des maths, il fait des sciences, il fait plein de choses. Politique pervertie des jésuites, ok, donc il juge les jésuites. Désir de dominer force et imagination. Ok. Écrivain de combat attaquant le libertin pour l'amener à se convertir ou défendre la vérité chrétienne contre les déformations que lui font subir les molinistes ou les casuistes. Pascal mène une lutte pour maintenir ou défendre la vraie foi par sa nature même. Cette lutte engage une certaine conception du christianisme à l'origine de ce qu'on a appelé sa première conversion religieuse en 1646. Ok, ensuite on parlera plutôt de catholicisme augustinien car sa religion suit bien la doctrine de l'église romaine mais reconnaît aussi l'autorité de saint Augustin dont Pascal adopte la position. Enfin bien compris sur la grâce. Un christianisme militant, ouais, ça on avait compris. Ok, un christianisme augustin. Jésus-Christ au centre tout temps. Le Dieu caché, postérité. Bon. On a l'idée. À quoi tu ressembles, Blaise Pascal? J'espère que ta photo... Putain, mais ça c'est une photo par IA. Enfin, c'est une peinture par IA, quoi. Au secours. Il y avait un problème de coupe de cheveux, Blaise Pascal. Hein. C'est un peu... Je pense qu'avec une autre coupe, ça aurait été ok, mais elle est toujours catastrophique. Globalement, bof. Après, il a donné aux pauvres, il a fait des trucs de fou pour les sciences, il a fait plein de choses. Moi, je le mettrais en... C'est pas mal. À la fin de c'est pas mal. Genre là, ouais. En fait, entre le c'est pas mal et le ouais.
Parce qu'en termes de littérature, pour le coup, genre en termes de style bof, quoi, enfin c'est de la science, donc c'est pas insanement cool. En termes d'opinion, bah du coup, il était chrétien, mais ça allait. Enfin, il était pas en mode je veux juste punir. Il était aussi dans la foi chrétienne de donner, de recevoir et tout ça. En termes de physique, ouais. Et en termes de vie rocambolesque, ouais aussi quoi. C'était pas insane. Donc ouais, je pense qu'il va être là. Ok, putain mais du coup on en a déjà fait 3, ça y est. 1, 2, 3. Ah, je sens qu'on va en faire que 4 aujourd'hui parce que je vois qui arrive. Je vois qui arrive. Et malheureusement, il aurait dû passer aux perruques. Et ça se trouve c'était une perruque, ça se trouve il avait qu'une perruque à chier. Et ça explique pourquoi il a la même tête partout. T'es pas convaincu par le fait qu'il ait une perruque nulle? Mais en fait, pourquoi cette frange? C'est ça le problème. Après, peut-être qu'il avait un grand front et du coup il essayait, auquel cas je comprends l'idée quoi. Voltaire, citation, extrait. Les citations de Voltaire pour mon poème. On va mettre Voltaire extrait. Extrait de passage de Candide de l'optimisme. Ah, mais vraiment, c'est le pire truc de Voltaire, je crois. Alors, ces dates clés. Les infiniment petits ont un orgueil infiniment grand. Voltaire, il passe en top direct. Ah ouais, tu trouves? Moi, je lui dis, s'il finançait bien, c'est pas mal. Hein. Je veux dire, en termes de style... Attends, non, mais peut-être je suis injuste, parce que j'ai peut-être lu Candide ou l'optimisme trop jeune. Attends, je repars sur à zéro. Dans les factions comme dans les combats, du triomphe à la chute, il n'est souvent qu'un pas. Ok, j'avoue. On condamne souvent la vertu, le mérite, mais quand ils sont connus, il faut les honorer. J'ai toujours détesté l'ingratitude, et si j'avais des obligations au diable, je dirais du bien de ses cornes. La raison est toujours venue trop tard, c'est une divinité qui n'a apparu qu'à peu de personnes. Les méchants n'ont que des complices, les voluptueux ont des compagnons de débauche, les intéressés ont des associés, le commun homme oisif a des liaisons. Les hommes vertueux ont seuls des amis. Ça fait réfléchir. Tout doit être pour un philosophe un sujet de méditation et rien n'est petit à ses yeux. Les beaux-arts élèvent l'âme et la culture de l'esprit en tout genre et n'oublient le cœur. Pour cultiver utilement l'esprit qu'on tient de la nature, les réflexions, la lecture sont la plus solide aliment et son usage est sa parure. Ok, il écrit ok, tiers. Je voulus 100 fois me tuer, mais j'aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes. Car n'y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre, d'avoir son être en horreur et de tenir à son être, enfin de caresser le serpent qui nous dévore jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur. Travaillons sans raisonner, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. En vrai... Effectivement, j'étais peut-être un peu dur envers son style d'écriture. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Comment Candide se sauva d'entre les vulgaires et ceux qu'il devint. En plus, ça tape un peu sur tout le monde et tout. Ouais, non, ok. En style d'écriture, je le voyais pire que ça. Je pense que je l'ai lu un peu trop tôt. Voltaire. De son vrai nom, François-Marie Arouet. Wow. Oh, c'est gigalo. Ok. On va en speedrun. Féru d'art et de science. Bah c'est pas exceptionnel mais il a des sacrés punchlines. Oui, et en fait c'est ça, je suis d'accord. Ça rattrape le fait que des fois tu souffles sur un paragraphe, tu vois.
Féru d'art et de sciences, ami et collaborateur des encyclopédistes, Voltaire marque son époque par sa production littéraire et ses engagements politiques. Son influence sur les classes éduquées est considérable dans les décennies qui précèdent la Révolution française et tout au long du 19e siècle, en particulier dans les milieux bourgeois anticléricaux. Ok. Alors... Adversaire implacable des religions révélées, mais déiste ou théiste, il dénonce dans son dictionnaire philosophique le fanatisme religieux de toutes les époques, tant en France que dans d'autres pays, mettant sa notoriété au service des victimes de l'intolérance religieuse ou de l'arbitraire. Il prend position dans les affaires qui le rendent célèbre. Les affaires Calas, Sirven, ok. Partisan d'une monarchie modérée et libérale, éclairée par les philosophes, il a pour modèle le système britannique. Du gouvernement issu de la Révolution nanana, qu'il a pu observer lui-même. Il croit à un moment trouvé dans les despotes éclairés des princes modèles. Il est en revanche méfiant à l'égard du régime républicain, à la différence de Rousseau, citoyen de la République de Genève. Une fois, j'avais lu un truc qu'il avait dit d'un de ses ennemis, où il raconte que son ennemi est dans un trou avec un serpent venimeux qui le mord, et ça finit par « Qu'advint-il ? Ce fut le serpent qui mourut, ou un truc du genre, et ça marche bien, quoi. » Effectivement, il a de la répartie, le monsieur. Il sait ce qu'il dit, quoi. Je suis d'accord. C'est pas genre Corneille, où tu vois ces trucs étaient en mode waouh, un truc de folie. Mais il dit des choses et genre il sait comment les dire. Alors, Voltaire est avant tout un poète, on le désigne comme l'auteur de la Henriade et ses tragédies. Il est connu aussi pour ses tragédies, qui assurent sa renommée littéraire à l'égal d'un Racine ou d'un Corneille. Ok. Édipe, sa première pièce est un triomphe sous la Régence, tu m'étonnes. Est-ce que c'était pas inspiré par un certain Stendhal? Zaire est certainement le plus grand succès de théâtre de son siècle. De nos jours, ce sont plutôt ses contes philosophiques qui sont retenus par la mémoire scolaire. Candide l'optimiste au premier chef, mais également Zadig, Micromégal, ingénieux, ou encore les princesses de Babylone. Épistolier infatigable, sa correspondance monumentale est estimée à 40 000 lettres, dont 15 000 nous sont connues. Combien? De nos jours, il aurait été stand-upper. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, le roi, c'est pas ouf, non? Ou il aurait été... comment il s'appelle? Ah, le stand-upper, tu sais, qui est en mode... bonjour. Oh mon dieu, cette émission était... cette imitation était terrible. Je sais pas si je veux dire son nom maintenant. Non, je pense que je vais garder pour moi ce qui j'étais censé imiter. Il est historien, très bien. Titulaire à partir de 1746 d'une charge d'historiographe, ok, nanana. Donc il étudie à Londres, à son retour il fait part du système londonien. Et il diffuse Shakespeare, ok. Putain, il a ramené Shakespeare en France quand même. Tout au long de sa vie, il fréquente les grandes semondes et les monarques, mais se trouve aussi souvent en prise avec les autorités politiques, ce qui le conduit à la Bastille à 2 reprises dans sa jeunesse, et par la suite à une série d'exils, d'abord l'Angleterre, ensuite Syrie. En vrai, est-ce que l'exil, c'est pas une preuve d'être based quand t'es pas encore en République? Après plusieurs mois d'errance, interdit de rentrer à Paris, il se réfugie à Genève, genre à la frontière. Après une absence de près de 28 ans, il est ovationné par ses admirateurs. Et revenu à Paris, il est ovationné par ses admirateurs et il meurt quelques semaines plus tard à 83 ans. Ok. J'ai pas compris de qui tu parlais pour mon imitation. Je te laisse y réfléchir. Mais je pense que c'est mieux si tu le sais pas, quoi. Ça laisse place à l'imagination. On peut penser que peut-être c'était pas si terrible. Voltaire aime le confort, les plaisirs de la table et les conversations qu'il considère avec le théâtre comme l'une des formes les plus abouties de la vie en société. Il acquiert une fortune considérable dans des opérations spéculatives, tient donc surtout la vente d'armes et la vente de ses ouvrages. Attends, mais comment tu peux mettre ça dans la même phrase?
Non mais qu'est-ce qui s'est passé, Voltaire? T'as pété un câble, ce qui lui permet de s'installer dans un château, tenant un table et portes ouvertes. Ok, il sympathise avec les partis philosophiques. Investissant ses capitaux, il lui fait du village misérable de Ferney une petite ville prospère. Généreux d'humeur gaie, il est néanmoins chicanier et parfois féroce et mesquin avec ses adversaires comme Jean-Jacques Rousseau, Crébillon ou Lefranc de Pompignan. Ok, donc Rousseau, c'est pas son poteau. Les révolutionnaires de 1789, partisans de la monarchie constitutionnelle, voient en lui un précurseur plus qu'en Rousseau, de sorte qu'il est panthéonisé en 1791. C'est le deuxième après Mirabeau. À l'initiative du marquis de la Villette qu'il a hébergé durant son séjour à Paris, le quai des Théatins où l'écrivain est mort est rebaptisé quai Voltaire. Sa popularité est moindre auprès du gouvernement montagnard, Robespierre étant un admirateur de Rousseau. Ok. Il est célébré par la Troisième République dès 1870. À Paris, un boulevard, une impasse et une place portent son nom. Sa personne et ses combats ont alimenté au XIXe siècle les passions antagonistes des adversaires et des défenseurs de la laïcité de l'État et de l'école publique et au-delà de l'esprit des Lumières. Ok. Bon, on a l'idée globale. On va voir s'il y a des fun facts dans sa biographie. Non, ils sont originaires d'un petit village au nord du Poitou. Et ils sont marchands. Ok, donc déjà, il est pas noble. De base, mais il est bourgeois, quoi. Il étudie chez les jésuites. Dans un collège, nanana. C'est un élève brillant. Il fait des vers hyper facilement. Nanana. Début quand même de lettres et premières provocations. Il quitte le collège à 17 ans, annonce à son père qu'il veut être un homme de lettres et non avocat ou titulaire d'une charge de conseiller. Quel rebelle! Investissement pourtant considérable que ce dernier est fait pour lui. Devant l'opposition paternelle, il s'inscrit à l'école de droit. Ok, donc il va quand même finir avocat. Des membres de la haute noblesse, des poètes, épicuriens, lesquels il va y apprendre à faire des vers légers, rapides, piquants, nourris de références antiques, libres de ton jusqu'à la grivoiserie, plus longtemps sans retenue sur la religion et la monarchie. Ok, en leur compagnie, il se persuade qu'il est né grand seigneur libertin et n'a rien à voir avec les Arouets et les gens du commun. Ouais, donc bof quand même. Genre, il renie un peu ses racines pour être en mode non, mais je suis un seigneur, moi. Il est envoyé à Caen, donc ok, il est éloigné de toutes ses riches. Il gagne pas le prix de poésie de l'Académie française. Haha, le nulos. En 1715, il y a le début de la Régence et lui, il est contre. Il est exilé à Tulle. On arrive à le faire revenir parce que son père, il est riche. Celui étant lié d'amitié avec un certain Beauregard, en réalité un indicateur de la police chargé de le faire parler, lui confie être l'auteur de nouveaux ouvrages de vers satiriques contre le régent et sa fille. Il est donc envoyé à la Bastille. Il a 23 ans et il y reste 11 mois, d'accord. À sa première sortie de prison, conscient d'avoir jusque-là gaspillé son temps et son talent, il veut donner un nouveau cours à sa vie et devenir célèbre dans les genres les plus nobles de la littérature à son époque, la tragédie et la poésie épique. Ok. Il se crée le nom euphonique de Voltaire. On ne sait pas à partir de quel élément il a élaboré ce pseudonyme, mais en gros, c'était pour effacer son lien avec le fait qu'il était pauvre. Alors, la première presse écrite sous le pseudonyme de Voltaire, Oedipe, obtient un immense succès. Le public apprécie ses vers en forme de maxime et ses allusions impertinentes au roi défunt et à la religion. Ok, après l'échec de sa deuxième tragédie, Artémire, il connaît de nouveau un succès avec la Henriade, poème équipe de 4300 alexandrins. D'accord. En 1726, il subit une humiliation qui le marquera toute sa vie. Le chevalier Guy Auguste de Ranchabot, jeune gentilhomme arrogant appartenant à l'une des plus illustres familles du royaume, l'apostrophe à la comédie française. Monsieur de Voltaire, monsieur Arouet, comment vous appelez-vous? Voltaire réplique alors, Voltaire, je commence mon nom et vous finissez le vôtre. Ouf. Ah, ça se la pète, hein.
Quelques jours plus tard, on le fait appeler alors qu'il dîne chez son ami le duc de Sully. Dans la rue, il est frappé à coups de gourdin par les laquais du chevalier qui surveillent l'opération de son carrosse. Blessé et humilié, Voltaire veut obtenir réparation, mais aucun de ses amis aristocrates ne prend son parti. Le duc de Sully refuse ainsi de l'accompagner chez le commissaire de police pour appuyer sa plainte. Il n'est pas question d'inquiéter un Rohan pour avoir fait rouer de coups un écrivain. Nous serions bien malheureux si le poète n'avait pas d'épaule, dit un parent de Caumartin. Les coups de bâton étaient bien reçus mais mal donnés. Voltaire veut venger son honneur par les armes, mais son ardeur à vouloir se faire justice lui-même indispose tout le monde. Les Rohan obtiennent que l'on procède à l'arrestation de Voltaire qui est conduit à la Bastille le 17 avril. Il n'est libéré que 2 semaines plus tard qu'à la condition qu'il s'exile. Putain, le coup dur quoi, il s'est fait tabasser et en plus il doit partir quoi. Donc ok, forcément ça le marque d'une empreinte indélébile vu qu'il doit quitter le pays. Et il va dans la société anglaise, il découvre plein de choses, c'est super, il apprend l'anglais, il se rapproche de la cour. Il est autorisé à rentrer en France tant qu'il va pas à Paris. Il arrive à retourner à Paris, mais il n'a pas le droit d'aller à Versailles. Ok, il fait fructifier ses économies. Il gagne un capital important sur une idée du mathématicien la Condamine en participant à une loterie d'État mal conçue. D'accord. C'est-à-dire proposé par un inventif et imprudent contrôleur général, la Pelletier des Forces, cette loterie mensuelle dura près d'1 an avant le renvoi du contrôleur et coûta cher à l'État. Attends, mais il y avait genre une loterie où tu pouvais full gagner. Mais incroyable. Trop bien. Il part à Nancy spéculer sur des actions émises, ok. Qu'il introduit à la franc-maçonnerie. Putain, mais ils sont tous francs-maçons. En 1730, un incident dont il se souviendra lors de sa mort le bouleverse et le scandalise. Il est auprès d'une actrice avec qui il a eu liaison lorsqu'elle meurt. Le prêtre de la paroisse de Saint-Sulpice lui refuse une sépulture. La France est alors le seul pays catholique où les comédiens sont frappés d'excommunication. Le cadavre doit être placé dans un fiacre jusqu'à un terrain vague à la limite de la ville où elle est enterrée sans aucun monument pour marquer sa tombe. Quelques mois plus tard meurt à Londres une comédienne, Madame Osfield, enterrée à Westminster Abbey. Là encore, Voltaire fait la comparaison. Ok, tu m'étonnes que il était militant. L'aide philosophique et l'académie, ok. Tac, il a une maîtresse qui est une femme de science. Une femme du monde, ok. Il a des thunes, il habite dans un château, d'accord. La conquête de l'Académie française lui paraît absolument nécessaire, il veut se protéger de ses adversaires et y faire rentrer ses amis. À sa mort, elle sera majoritairement voltairienne et aura à sa tête d'Alembert qui lui est tout dévoué. Après 2 échecs et beaucoup d'hypocrisie, il réussit à se faire élire au fauteuil numéro 33. Ok. Bah en vrai, il a fait sa place, quoi. Le voyage à Berlin, putain, ils sont tous allés en Allemagne. Là, il va voir le gars de Prusse. La frontière avec la France, le tremblement de terre est candide. Il travaille aussi beaucoup théâtre préparation de Candide, 7 volumes de l'effet... Attends, théâtre préparation de Candide, 7 volumes de l'effet sur les mœurs et l'esprit de la nation tiré à 7000 exemplaires. Ok, putain, il écrit masse en fait. Collabore à l'encyclopédie. En France, après l'attentat d'Amiens, une offensive anti-philosophique se déclenche. Pour mieux assurer son indépendance et échapper aux tracasseries des pasteurs, Voltaire s'achète un château. Putain, mais du coup, il en a 2. En territoire français, mais loin de Versailles, à 4 km de la République genevoise, où il peut trouver refuge et où se situe son éditeur. Cramé. Pour tout cramer. Ok. Le vignoble de la vérité. Non, il y réside 20 ans jusqu'à son retour à Paris. Il est riche et en est fier. Je suis né assez pauvre. J'ai fait toute ma vie un métier de gueux, de barbouilleur de papier, celui de Jean-Jacques Rousseau, et cependant me voilà maintenant avec 2 châteaux, 70 000 livres de rente et 200 000 livres d'argent comptant, écrit-il à son banquier. Sa fortune lui permet de reconstruire un château, le château de l'embellir. C'est vraiment... je me suis fait moi-même.
Lutte contre l'injustice. Ah. Ah oui, je me souviens. Un vieux commerçant nommé Calas vient d'être roué puis étranglé et brûlé. Il aurait assassiné son fils qui voulait se convertir au catholicisme. Il a été condamné. Bref, c'était sans preuve. On se rend compte que oui, effectivement, c'était juste un procès d'État. Il arrive à prouver qu'il est innocent et voilà. Enfin, il se bat pour qu'on le prouve. Ok, dernières années. Ah. Dans l'expectative. En 1777, l'échec de la révolte des natifs genevois en amène plusieurs centaines à se réfugier sur les terres de Voltaire, leur protecteur. Il les prend sous son aile, leur construit des maisons, se fait entrepreneur, nanana. Le dernier combat, Voltaire souffre d'un cancer de la prostate. Ok. Et bref, il meurt. Dernier acte. Les nouvelles autorités font comprendre à ses amis qu'on fermerait les yeux s'ils se rendaient aux répétitions parisiennes de sa dernière tragédie. Après beaucoup d'hésitation, il décide de rallier la capitale en février 1770. Dès le lendemain de son arrivée, Voltaire a la surprise de voir des dizaines de visiteurs envahir la demeure du marquis de Villette qui va devenir pendant tout son séjour le lieu de rendez-vous du tout Paris philosophe. C'est Danny Heraz. Qui est Danny Heraz? Voltaire tout seul? Ok, il est malade, il meurt. L'œuvre, le théâtre, ok. Le libéralisme, oui, bon, effectivement, il était libéral. John Locke apparaît comme un défenseur du libéralisme en affirmant que le pacte social ne supprime pas les droits naturels et divins. Donc voilà, en gros, il était de gauche. En gros, il était PS. Hein. Voltaire a une attitude ambivalente envers le peuple. Celle-ci est analysée de manière légèrement différente par la critique contemporaine. Fait remarquer que s'il est vrai que Voltaire considère le peuple comme superstitieux, fanatique, obscurantiste et rétrograde, il en fait pourtant parfois, comme dans les lettres philosophiques, l'éloge, je suppose, qui est un mot qui manque, la plus nombreuse, la plus vertueuse, et par conséquent la plus respectable partie de l'homme. Celle-ci est cependant limitée aux artisans et aux négociants, ce qui exclut les paysans. Selon lui, si Voltaire admet que le progrès peut en partie venir du travail du peuple, il considère que ce sont surtout les productions de l'esprit qui produiront une dynamique historique. Mortier est plus sévère, il qualifie l'attitude de Voltaire de dédaigneuse, méprisante, parfois même hostile envers une masse populaire jugée uniquement grossière, inculte et pleine de superstitions. Cette ignorance et le fanatisme qui en découlent sont en soi un obstacle au progrès. Mais le peuple n'étant pas homogène, Voltaire attend plus d'une élite ouvrière que des travailleurs misérables et peu qualifiés. Pour ces derniers, il considère que plutôt que l'éducation, c'est une lente évolution des mentalités, descendant par degrés qui permettra au peuple de se détacher du fanatisme religieux. Ok, donc il était un peu woke, mais pas si woke. Enfin, à l'époque, il était woke de fou. Le végétarisme, quoi? Voltaire refusait de voir les êtres humains comme supérieurs de par leur essence aux autres espèces animales. Non. Ok. Chez Voltaire, le végétarisme n'est jamais justifié selon une logique liée à la santé, mais toujours pour des raisons éthiques. Putain, il était végétarien. Et il défendait le végétarisme. Et il s'oppose à la vivisection. À propos de Voltaire et Rousseau. Le public a toujours pris plaisir à se faire aller de pair ces deux hommes à jamais célèbres, tous les deux avec de si grands moyens se sont proposés le même but, le bonheur du genre humain. Voltaire, tout occupé de ce qui peut nuire aux hommes, attaque sans cesse le despotisme, le fanatisme, la superstition, l'amour des conquêtes, mais il ne s'occupe guère qu'à détruire. Rousseau s'occupe de la recherche de tout ce qui peut nous être utile et s'efforce de le bâtir. Ok. Donc en fait, ils étaient pas super potes. Mais ils ont eu des relations courtoises avant leur rupture en 760. Ok. L'affrontement, ok, donc ils sont pas d'accord, ils ont des idées différentes sur certains trucs. Je ne vous aime point, monsieur, vous m'avez fait tous les mots qui pouvaient être les plus sensibles. À moi, votre disciple et votre enthousiaste. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça se tape un peu dessus.
Désormais, Voltaire va mener contre Rousseau une campagne d'insultes et de raillerie. Même s'il écrit en 1767, pour moi je ne le regarde pas comme un fou, je le crois malheureux à proportion de son orgueil, c'est-à-dire qu'il est l'homme du monde le plus à plaindre. Ok, Voltaire et les femmes. Globalement, c'est compliqué. Voltaire et l'homosexualité, quoi? C'est-à-dire... Attends, mais... Mais attends, on est que à genre 60% de sa page Wikipédia. Daniel Bonner, l'homosexualité de Platon à photo, estime que Voltaire aborde la question dans son dictionnaire philosophique sous le chapitre Amour nommé socratique d'une manière si légère et si violente qu'il semble avoir été décrit par un théologien du Moyen-Âge plutôt que par un philosophe de la raison. Pareil acharnement est d'autant plus curieux qu'il est difficile d'imprimer au climat de l'époque. La plupart des philosophes des Lumières sont d'ailleurs plus que tolérants envers les partenaires de même sexe. Au contraire, Voltaire n'a cessé de juger ces mœurs contre nature dangereuses et infâmes. Coup dur, Voltaire. Voltaire et l'esclavagisme, il était fondamentalement opposé à l'image du bon sauvage des pays équatoriaux ou de l'homme bon à l'état de nature. Voltaire considère que les hommes noirs des pays équatoriaux sont des animaux humains comme le sont aussi les hommes blancs et que si les Africains sont victimes de l'Européen, ce n'est pas parce que l'Européen est corrompu par la société, tandis que les Africains ne le sont point, mais bien parce que les chefs NEP collaborent activement avec les marchands européens pour leur vendre des esclaves africains. Ainsi, Voltaire ne cherche pas à dédouaner de leur responsabilité le peuple africain dans la traite négrière en les infantilisant ou en clamant qu'ils sont trop naïfs pour ne pas savoir ce qu'ils font, comme incapables de distinguer le bien et le mal. Ok. Ce refus de faire des Africains un peuple essentiellement irresponsable démontre que Voltaire s'écarte de tout discours justifiant une essence humaine, discours permettant de soutenir qu'il y a des hommes qui par leur seule naissance sont destinés à être dominés ou opprimés. Il a fermement condamné l'esclavagisme. Il s'est également enthousiasmé pour la libération de leurs esclaves par les Quakers de Pennsylvanie. De la même manière, le fait qu'il considère que toutes les guerres, celle de Spartacus est la plus juste et peut-être la seule juste guerre que des esclaves ont menée contre leurs oppresseurs plaide assurément en faveur de la thèse d'un Voltaire anti-esclavagiste. Bah, il a l'air, quoi. Lors des dernières années de sa vie, il a lutté pour la libération des esclaves du Jura. Mais oui, c'est un peu... Il est là en mode genre... giga homophobe alors que ça va pour son époque, j'aurais pas trop de raison. Mais ensuite, vraiment de fou contre l'esclavagisme. C'est... Voltaire, le racisme et en fait, du coup, tu lis le titre, mais tu sais pas ce qui va se passer. C'est ça qui est fou. Genre, Voltaire, le racisme et l'antisémitisme. Était-il raciste et antisémite ou l'était-il contre? Voltaire, il faut s'y résoudre, est à la fois polygéniste, je connais pas ce mot, théorie qui prétendait que l'humanité était en fait divisée en espèces ou en races d'origine différentes. Ok. Raciste et antisémite, car animé par ce qu'il considère comme l'obscurantisme religieux, il poursuit d'une même haine le christianisme et le judaïsme. Et comme il lui faut à tout prix se démarquer des doctrines défendues par ces deux religions, il se croit obligé d'attaquer avec vigueur le monogénisme. Ok. Donc, il était antisémite. Mais après, il était anticlérical aussi, et je suppose qu'il était par extension islamophobe, il était juste anti-religion, quoi. Bien avant Darwin et sa théorie de l'évolution, Voltaire remet en cause le dogme abrahamique consistant à affirmer que l'espèce humaine en son intégralité vient d'un seul couple, mais considère au contraire que l'humanité, à la manière de toutes les autres espèces animales, est issue de différentes branches distinctes qui ont évolué de manière multiple. L'attitude de Voltaire envers les juifs, notamment dans certains passages des dictionnaires philosophiques, pose la question de son antisémitisme. C'est à regret que je parle des juifs, cette nation est à bien des écarts la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. Ah oui, il écrit aussi ça. Si ces Ismaélites, les Arabes, qui selon la Bible descendent d'Ismaël, ressemblaient aux Juifs par l'enthousiasme et la soif de pillage, ils étaient prodigieusement supérieurs par le courage, par la grandeur d'âme et par la magnanimité. Ces traits caractérisent une nation. On ne voit au contraire dans toutes les annales du peuple hébreu aucune action généreuse. Ils ne connaissent ni l'hospitalité, ni la libéralité,
ni la clémence. Leur souverain bonheur est d'exercer l'usure avec les étrangers, et cet esprit d'usure, principe de toute lâcheté, est tellement enraciné dans leur cœur que c'est l'objet continuel de la figure qu'ils emploient dans l'espèce d'éloquence qui leur est propre. Nice. Ah bah il était giga antisémite, et il était islamophobe mais moins qu'antisémite. Il était en mode, franchement les arabes pas ouf, mais les juifs pire. Ok, ces écrits étaient l'objet de plusieurs critiques à son époque. Bah tu m'étonnes que les juifs étaient pas super contents de voir ça. Si Voltaire fait un argent jutéophobe, les idées que lui et les encyclopédistes représentaient n'étaient pas hostiles aux juifs puisque c'était des idées de liberté et d'égalité universelle. Ouais, enfin, il avait quand même pas l'air de les porter dans son cœur. Certes, Voltaire déteste ce peuple sémitique qui prétend être élu par Dieu. Nul peuple n'est tel pour lui, mais malgré son mépris, Voltaire n'appelle pas sur les juifs la persécution. Dans l'article juif, il écrit « Vous ne trouverez en eux qu'un peuple ignorant et barbare qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice, à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent. Il ne faut pourtant pas les brûler. » Ah! Alors s'il faut pas les brûler... Bon, du coup pas ouf. Ah, Voltaire et l'islam. Ah! Voltaire a entretenu une relation complexe à l'islam. Ah, intéressant. Utilisé au départ comme substitut à l'église catholique dans ses attaques anticléricales. Ok, le jeune Voltaire fit donc d'abord scandale avec sa tragédie, les fantasmes de Mahomet et tout. Déiste, Voltaire s'est ensuite montré de plus en plus attiré par la rationalité apparente de l'islam, religion sans clergé, sans miracle et sans mystère. Ok, plus tard, sous l'influence de la lecture d'Henri de Boulainvilliers et Georges Sale, il reparle de Mahomet, de l'islam dans un artiste de l'Alcoran et de Mahomet. Maintient que Mahomet fut un charlatan, mais sublime et hardi. Et il admire surtout la définition du gueux. Ok, qu'est-ce qu'il en dit globalement? Bref. Il est anti-religion, donc il est anti-islam, mais l'islam c'est moins pire que le reste. Ok. Voltaire et le christianisme. Putain, mais il a fait toutes les putains de religions. On va avoir Voltaire et le bouddhisme. Il souhaite la disparition du christianisme. Bon, ça on le sait. Il déteste, voilà, c'est juste un moyen de contrôler les peuples. Voltaire et le protestantisme. Putain, c'était une blague, mais là on est à l'hindouisme. Bon, il défend les protestants sous le fait que t'as le droit de faire la religion comme tu veux, mais globalement c'est tout. Il y a dans le royaume des Francs environ 300 000 fous qui sont cruellement traités par d'autres fous depuis longtemps. Voltaire et l'hindouisme. Très critique envers les religions abrahamiques, Voltaire avait en revanche une vision positive de l'hindouisme. Ah, mais rejetant toute forme de superstition qui aurait dégradé l'origine première des enseignements brahmaniques. Le Veda est le plus précieux don de l'Orient et l'Occident lui en sera jamais redevable. Si l'Inde de qui toute la terre a besoin et qui seule n'a besoin de personne doit être par cela même la contrée la plus anciennement policier, elle doit conséquemment avoir eu lieu la plus ancienne forme de religion. Ok. Bref. L'hindouisme, ça allait. Ok. Puis bah putain, c'était un voyage, Voltaire. Bon. J'hésite entre c'est pas mal et c'est bien. En fait, la physique, le physique de Voltaire. Voltaire. On a connu pire que ça. C'est genre ok tiers, je dirais. Il y a eu pire. Il y a eu pire. Je dirais... Bah en fait, d'un côté, genre... Il était giga antisémite, anticlérical, anti-islam, mais il était juste anti-religion. Donc ça se pose là. Il a vendu des armes.
Mais il avait quand même des avis de fou pour son époque. Et il avait un style d'écriture où genre il savait écrire quoi. Donc, j'hésite entre avant ou après Molière. Après Molière, il s'est retrouvé là parce qu'il était pas du tout engagé, alors que Voltaire, pour le coup, c'était vraiment genre il s'est engagé de fou furieux. Mais après, il défend. Ouais, non, il va rester là parce qu'il défend quand même l'idée de genre, oui, je me suis élevé, j'ai réussi grâce à la méritocratie et tout ça. Du coup, bof. Du coup, je dirais plutôt ça. Voilà.